Pourquoi vous n'avez pas appris à lire? Comment vous n'avez pas parlé? Vous êtes dans ce pays combien de temps? Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Il faut pas en parler, madame. Je vous jure, moi, on me l'a fait plusieurs fois. J'aimerais bien apprendre à lire. C'est pas de ma faute que j'ai pas appris. Mes parents ne m'ont pas donné l'occasion d'apprendre. Eux aussi, c'est pas de leur faute. Parce que leurs parents non plus n'ont pas demandé qu'ils apprennent. Ce dispositif Ouvrir l'école dit bien que peut-être l'école n'est pas si ouverte que cela, qu'elle est parfois un peu fermée pour certains parents. Et le but, justement, c'était de vous permettre à tous et à toutes, quel que soit votre âge, votre volonté ou votre objectif, le but c'était de vous apprendre certainement un peu mieux le français que vous ne le parliez, mais surtout de vous ouvrir les portes de l'école, de vous donner une connaissance de l'école qui vous aide à vous y sentir mieux chez vous. C'est un cours d'apprentissage du français. C'est un cours d'apprentissage du français. Langue seconde. Langue seconde. C'est permettre à des parents non francophones de profiter de l'existence d'un lieu d'enseignement pour apprendre le français. Apprendre le français oral ou apprendre le français écrit, première chose. Et puis ensuite, y compris au travers de l'école, d'ailleurs, on leur fera découvrir la culture française. Et donc, pour un chef d'établissement, pour un personnel de direction ou pour la vie scolaire, c'est de dire nous allons voir franchir le seuil de l'école des familles qui d'habitude ne venaient pas, qu'on ne voyait pas. Non, pas ou. Pas iou. C'est pas iou, c'est. Regarde. Regarde les lèvres. Oui, tu as vu que tu l'as eu. Tu as vu, hein, tu l'as eu. La différence entre le U et le OU est difficile. Mais ça va venir, ça va venir. Souvent, on est intimidé par l'école quand on n'y a pas été soi-même. Là, franchir la porte, s'installer, se mettre à une table, etc., ça a l'air de rien, mais je pense que c'est beaucoup. C'est très valorisant pour eux-mêmes et ça leur permet peut-être de mieux comprendre dans quel univers évoluent leurs enfants quotidiennement. C'est hyper courageux en plus de retourner à l'école et apprendre les rudiments d'une langue, effectivement, en être certainement à un niveau équivalent ou moins élevé que ses propres enfants. Moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que c'est un beau modèle pour les enfants. Je veux. Tout le monde ensemble. Je veux. Alors. Des œufs. Des jeux. Non, pas des jeux. Des jeux, c'est quand on s'amuse. Hein. C'est des œufs. Des œufs. Des œufs. Des œufs. Pas jo. Des œufs. Non. Des œufs. Voilà, c'est ça. Ce. Continue. Un peu. La méthode, ça consiste à rendre sensibles les apprenants à l'acquisition des sons. Parce que justement, chacun d'entre eux et chacune d'entre elles maîtrise au moins 2 ou 3 langues. Et donc le système, on appelle ça phonatoire, c'est-à-dire l'appareil qui est déjà mis en place dans leur bouche, tout ce qui consiste, tout ce que l'on utilise pour les sons, c'est déjà occupé. C'est déjà occupé par des sons étrangers, par rapport à la langue française, bien entendu. Sans les sons, il y a forcément des confusions qui vont se faire. Et je le dis toujours en plaisantant, quand vous dites je pense que, alors les Français qui sont dans le métro, qui entendent je pense que, ça se retourne doucement pour voir qui parle. Ah, c'est eux, ils ne comprennent pas la langue. Donc tout de suite, on sait que ce sont des gens qui apprennent la langue. En revanche, quand on maîtrise la langue française, évidemment, on s'incarne, ça tu as raison. Et aussi, on sort de ce que l'autre peut avoir en tête te concernant. C'est-à-dire que moi j'arrive, Shafika Amara, c'est pas Clémence Leroy, hein, donc voilà, c'est un fait. Et souvent, le fait de montrer que je maîtrisais très bien la langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, a décalé les regards. C'est-à-dire, ah, d'accord, tout d'un coup, tu deviens l'égal. Parce qu'au départ, c'est pas gagné.
C'est pas facile pour apprendre français. Et français est une difficile langue. En parler est différent. Et en écrire, c'est différent. Et je demande, t'as pas compris? Voilà, c'est pas écrit, t'as pas compris. Tu n'as pas compris. Langue française, tout est dur. Tout est difficile dans la langue française. Mais une fois qu'on arrive à ressaisir, alors c'est bon. On arrive à saisir les mots, ça rentre toute seule. Bon, alors qui veut lire un peu? Il doit comment? Il boit. Il boit comment? Un trou. Un trou. Tu sais ce que c'est que le trou? Tout c'est fini là. C'est fini là. Comme ça. On dit il boit comme un trou. Un trou, quand tu mets l'eau, ça rentre, ça ne remplit pas. Il boit, mais il ne se rassasie pas. Tu vois? Il boit beaucoup. Tu bois, on te remplit ça, tu bois, on remplit encore, tu bois, on remplit encore. Oh, dans un trou. Tu as compris maintenant? Dans un trou, quand on met l'eau, l'eau ne remplit pas le trou. C'est pour ça qu'on dit il boit comme un trou, pour dire qu'il boit beaucoup. Tu comprends? Oui, pose ta question à ta fille. Ah, elle a compris. Si quelqu'un dit que vous avez mal parlé, vous dites je m'en fous. Si je parle mal, je m'en fous, c'est pas ma langue. Vous parlez chacun de vous 2 ou 3 langues. Oui ou non? Chacune de vous, vous parlez au moins 2 ou 3 langues. Donc c'est pas parce que vous parlez moins français que vous êtes moins important. Ne vous gênez pas de parler le français, même s'il est mauvais. C'est mieux de le parler mal que de vous taire pour dire « Ah, moi je vais parler quand je vais bien apprendre. » Mais c'est quand tu vas bien apprendre. C'est en parlant mal qu'on apprend. N'oubliez pas, ceux qui apprennent le plus, c'est ceux qui parlent le plus. Vous, avec vos enfants à la maison aussi, faudrait insister pour qu'ils fassent des phrases. Pas juste la réponse et un mot. Parce qu'après, quand ils vont travailler sur l'écrit à l'école primaire, dans les livres, c'est pas juste Fatoumata. Il y a écrit « Elle s'appelle Fatoumata ». Donc il faut vraiment les habituer à la maison. Si vous dites « Est-ce que tu as faim ?», il ne faut pas qu'ils disent « oui ». Il faut qu'ils vous disent « Oui, maman, j'ai faim ». C'est vrai que là, le cours du samedi matin, d'alphabétisation, ça m'a fait prendre conscience à quel point les enfants, les petits-enfants africains sont bilingues. Je l'avais déjà dit ça le toi, mais j'avais jamais mesuré à quel point... en fait, ils étaient bilingues. Une petite américaine qui arrive et qui parle américain et français, je dis « Ouais, elle est bilingue ». Un petit gamin qui parle soninké français, j'avais jamais dit « Mais tu es bilingue ». Les enfants africains se sentent mal à l'aise de voir que leurs parents ne parlent pas la langue française, ne communiquent pas beaucoup en français avec eux. Je crois que, quelque part, la langue africaine n'est pas une langue de référence. Donc ça veut dire que la langue africaine est rendue, j'allais dire, n'est pas égale aux autres langues. En Afrique peut-être, mais ici non. Ça a un impact sur les enfants. Il y a un impact de minorité, peut-être un négatif. C'est pas une langue qu'il faut parler. Il y a des personnes qui viennent d'un peu partout et qui vivent leur appartenance linguistique initiale comme une honte. Ils ont l'impression que en apprenant la langue d'ici, ils apprennent une vraie langue et que il y a le point de vue qui consisterait à faire croire que la langue qu'ils parlaient est une sous-langue, une langue, un dialecte, quelque chose de... Alors que c'est déjà une vraie langue, c'est déjà une vraie capacité. C'est terrible de ravaler sa langue, de la refouler, de ne pas laisser la possibilité de la parler, parce qu'il y a sans doute aussi une richesse, une vision du monde qui est sédimentée à l'intérieur de cette langue. Et on refuse de la connaître, parce qu'elle existe, parce que c'est une langue, parce que dans cette langue s'est déposé le fruit d'une expérience humaine collective, et qu'à ce titre, elle a le droit de citer aussi. C'est vrai qu'on vit en France, mais on voudrait aussi garder notre langue aussi, que notre langue ne soit pas morte avec nous.
qu'on soit fier de d'où on vient. C'est très important. Je parle à mes enfants soninké. Bon, quand ils sont petits, ils me reprennent en soninké. Mais une fois qu'ils rentrent à l'école, c'est fini. Je les parle en soninké, ils me répondent en français. C'est très important que les enfants apprennent, connaissent comment elle est leur culture, la culture de leurs parents, les traditions et tout ça. C'est un ciment solide. Alors, en tant que professeur, j'ai beaucoup entendu cette idée selon laquelle, comme on parlait notre langue à la maison, on avait du mal avec le français. Je ne suis pas du tout convaincue. C'est sûr que présenté comme ça, ou vécu comme ça peut être un boulet. Mais c'est aussi une source d'enrichissement dingue. Entre le bilinguisme total ou la diglossie, cette fameuse maîtrise de 2 langues, mais il y en a une qu'on maîtrise mieux que l'autre. Ça permet une agilité intellectuelle sur laquelle les professeurs devraient réfléchir. Ça serait une manière d'accepter et de reconnaître toutes les composantes d'une identité qui est jamais simple. Elle est multiple. Nous, on est français, mais c'est vrai que la langue de nos parents, c'est ou l'arabe, ou du bambara, ou du wolof, ou du chinois, ou de l'ourdou. Et alors, on ne peut pas institutionnaliser toutes les langues, c'est une évidence. Mais que ça soit reconnu et que ça ne soit pas vécu comme une trahison. Ce n'est pas parce qu'on apprend une autre langue que le français qu'on n'est plus français. D'avoir 2 langues, ça enrichit l'imaginaire, l'humour, la langue. De dire le mot qu'on veut dire en français, on le transforme en arabe et inversement. Je rêve avec les 2 langues. Je rêve en arabe et en français. D'accord ? C'est où ça, le vent souffle. Le vent souffle. C'est vrai qu'on voyage. À travers la classe, on voyage. On voyage en Asie, en Afrique, en Amérique. On partage des expériences, quoi. On écoute l'histoire de l'autre, son parcours et leur vécu. On essaie de faire un petit peu la comparaison. J'aime pas le mot vivre ensemble, parce que ça veut rien dire. Moi, j'ai pas envie de vivre avec n'importe qui aussi. Je pense que vivre ensemble, c'est un mot aussi politique. C'est comment se respecter. Moi, franchement, quand je dis nos différences, la première chose, c'est le respect des uns et des autres. On a le droit d'être différents. Mais on a un truc qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de se manquer de respect et d'imposer notre loi, ou notre religion, ou notre coutume, ou notre tradition. Il se retrouve à travers cette forme d'espéranto, je dirais. Le français devient provisoirement une espèce de langue universelle à travers laquelle ils peuvent échanger leurs expériences propres. Et du coup, ça réveille quelque chose, ça les aide à se comprendre mieux, à se découvrir les uns les autres. Autrement dit, il y a un voyage identitaire, un voyage à travers une exploration d'identités différentes qui font naître de nouvelles pensées, qui font naître de nouvelles perceptions et qui font découvrir une partie de soi-même qu'on aurait ignorée sans cela, sans doute. Vous avez peur? Vous avez peur? Elles ont peur. Elles ont peur. J'ai une fleur. J'ai une fleur. Alors, toi seul, je meurs. Je meurs. Non, je meurs. Je meurs. Je meurs. Non, meurs. Voilà, tu l'as eu. Je pense que ce qui a bien fonctionné ici et qui fait que je travaille bien, avec mon équipe, avec les enfants, mais aussi avec les familles, c'est le fait que je sois naturelle et que je ne porte aucun jugement sur personne.
Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est ma ligne de conduite, quoi, quelque part principale. J'ai aucun scrupule à leur poser la question. Est-ce que ta mère sait lire ou pas? Et ils me posent la question, des parents, ils se font non, mais pourquoi? Je dis mais t'inquiète pas, ma mère ne savait pas lire non plus et tu vois, tout va bien et c'est pas un jugement. Elle vient peut-être d'arriver en France, j'en sais rien, mais c'est pas un jugement, c'est juste une information pour savoir comment je communique avec elle. Si je lui écris sur mon carnet de correspondance, tu es d'accord, ça ne sert à rien. Donc je préfère la voir. Donc là, c'est ce qui a progressé. Là, ce qu'il faut améliorer encore, qui ne va pas très bien. Donc tout ça, si vous lisez, vous pouvez voir où en est votre enfant, à l'oral, à l'écrit, en lecture. Est-ce que vous pouvez commencer à lire Tanoshia, s'il vous plaît? Les progrès. Julie a réussi à s'adapter à sa nouvelle école et a produit un travail sérieux. Alors, Julie a réussi à s'adapter à sa nouvelle école. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est difficile quand même. Quand on arrive, on ne parle pas la langue, on ne connaît personne. Et elle a produit un travail sérieux. Quand je demande, Farikou, tu as fait ton devoir? Il dit, oui, maman, j'ai fait. Je fouille son sac, je regarde, il n'a pas fait. Donc, j'ai dit, Farikou, tu as menti. Moi, je te demande, tu as fait ton devoir, tu dis oui, alors que ce n'est pas fait. Donc, il faut faire maintenant. Voilà. Avant, je ne calculais pas tout ça, mais maintenant, je regarde son trimestre. Donc, il y a bonne note dedans. Pour moi, le savoir est une arme, c'est une richesse, hein, mais c'est un outil d'autodéfense sociale, c'est un outil de construction sociale. Et la langue, plus qu'un outil d'intégration, la langue nous constitue. On est aussi la langue que l'on parle. Et si on en parle plusieurs, c'est bien. Et c'est l'outil qui nous sert à penser. Ça, j'en suis convaincue, ça nous sert à penser, mais ça constitue aussi la pensée. Si on n'a pas suffisamment de mots à notre disposition, eh bien, on limite les opportunités qu'on peut avoir de réfléchir et de penser le monde. Il y a plein de conflits latents qui pourraient être dépassés par le simple fait de se parler. Et de mettre les mots justes sur les émotions qu'on ressent. Pour que vous compreniez bien votre facture, vous avez d'abord la date à laquelle se réfère cette facture, la période sur laquelle porte cette facture. Donc vous savez, vous allez payer pour de temps à temps. En regardant une facture, vous devez tout savoir. Pourquoi vous allez payer, pour quelle date, pour quelle période, pour quelle activité. Parce que il peut y avoir plusieurs activités. Y. Tu vois, tu l'as vu tout à l'heure, Y, ici, là. Ah, d'accord. J'aime pas l'école. J'ai jamais aimé aller à l'école. Et là, j'aime. Tous les jours, il venait à la maison. Maman, il faut que tu ailles à l'école. Oh, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je vais apprendre à l'école? Juste un jour, j'en ai fait marre d'elle, mais marre d'elle. J'ai dit, bon, ben d'accord, pour te faire plaisir, je vais à l'école. Et ben, en fait, c'est pas Racé que j'ai fait plaisir, c'est moi-même. Pour moi, c'est important d'aller à l'école. Surtout l'apprendre à l'écrire. Le parler, je débrouille quand même. Mais l'écrire, non, j'écris rien en français. Quand même, c'est triste, 20 ans en France, je ne sais pas écrire un mot en français. Et là, aujourd'hui, je me débrouille quand même. Le fait d'aller en cours, ça change quelque chose pour moi. Je le fais pour moi et je me sens plus libre, plus ambitieuse, des rêves plein la tête. Et ça me fait du bien. J'ai changé par rapport à mon caractère, par rapport à ma façon de parler. Tout a changé en moi, parce que ma mère a dit que je suis plus calme. Alors j'écoute mieux les autres. Du coup, je ne juge personne. C'est évident que ça me fait plaisir, quoi. De pouvoir, comme ça, apporter quelque chose à quelqu'un et l'aider. Voilà, c'est évident que c'est gratifiant. Mais c'est ce que je dis, c'est que c'est très gratifiant de travailler ici. C'est la fierté pour nos enfants de voir leurs parents qui apprennent à lire et ils savent parler. Mon fils, maintenant, quand il voit que j'écris quelque chose, alors il arrive avec ses devoirs. Maman, tu peux m'aider à écrire?
Il lui dit non, c'est pas à moi de faire à ta place. Est-ce que quelqu'un racontait comment les personnes qui ne savent pas lire font dans le métro? Parce que moi, j'ai découvert ça ici. Oui, parce qu'avant, quand on ne sait pas lire, soit on regarde les images, soit on regarde quelque chose qu'on se rappellera la prochaine fois quand on arrive, ou bien on compte. Et comment on compte? Moi, c'est ce qu'on m'avait raconté. Plusieurs personnes. Souvent on Non, compte. avec des cailloux. C'est vrai, avec des cailloux. Ah, voilà, moi, j'ai eu plusieurs mamans qui faisaient ça. C'est-à-dire qu'elles ont des cailloux dans la poche et à chaque fois qu'elles passent une station, elles enlèvent un caillou. Et ce que me racontait une fois un père, c'est qu'il a un ami à lui qui a perdu les cailloux et il était effondré. Il était perdu. Il était perdu. Le coup des petits cailloux, enfin, c'est le petit poussé, quoi, mais voilà. Maintenant, ils arrivent à aller quelque part sans demander quelqu'un. Ils arrivent à aller dans la poste quand on me demande de remplir un fiche. Je me débrouille pas mal. Je ne sais pas le faire très bien, mais je me débrouille pas mal. Je suis content d'avoir appris parce qu'au moins, je me toute seule, je pourrais faire quelque chose pour moi. Je viens au cours de français, c'est pour m'améliorer et pouvoir après être indépendante financièrement, pouvoir travailler. Et je trouve que c'est très important pour moi de maîtriser très très bien le français. La véritable acquisition que permet l'école, c'est l'acquisition de l'autonomie. C'est-à-dire pouvoir vivre et penser par soi-même. C'est ça la liberté. Et ça s'apprend, d'avoir la capacité de choisir son destin, choisir ce que l'on veut faire de soi. Et là, peut-être, il y a une définition très sartrienne, d'ailleurs, de la liberté. Hein, faire autre chose que ce que les choses ont fait de nous. Dans cette petite marge qu'il y a à se construire autrement que de la manière dont les événements nous ont construits, il y a cette marge de déconditionnement par la conscience qui fait par la réflexion, on se voit être autrement. Mais quand on n'a pas besoin de demander de l'aide, alors là, on se sent mieux. Ben, on se sent un peu plus grande que petit. Donc les cours permettront aux mamans que nous sommes de pouvoir nous débrouiller sans dépendre de nos maris. Parce qu'on n'a pas la liberté d'expression déjà dans notre propre langue. À plus forte raison, la langue française que beaucoup ne maîtrisent pas. Parce que c'est les hommes qui dominent la vie des femmes dans nos pays respectifs. En Afrique, surtout, la femme au foyer n'a pas le droit de s'exprimer librement. Déjà, ils sont ici avant l'arrivée des femmes. Donc, ils ont déjà la connaissance de la langue par rapport aux femmes qui viennent les rejoindre. C'est pas pour rien que je suis à l'école. C'est pour apprendre à écrire le français, pour sentir un peu la liberté. Quand j'arrive au boulot, que je trouve un mot écrit par mes patrons, Amélia, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela, le carrelage, cela. Au moins, je sentirais plus en liberté à l'écrire un mot aussi, à le dire. Si vous n'êtes pas satisfait de celui-là, vous avez que le faire. Moi, la liberté, c'est pour se sentir bien. On fait ce qu'on veut de notre vie. Personne ne vous gère. C'est à vous de décider ce qui est bien pour vous ou qui n'est pas bien pour vous. Mais pour ça, il faut avoir une bonne conscience. Parce que si on n'a pas ça, on va tout droit dans le mur. Les Français ont offert la statue de la liberté éclairant le monde. C'est la statue de la liberté qui éclaire le monde qui s'adresse en fait au territoire, au pays que les gens abandonnent, et elle dit « Donne-moi tes pauvres, tes exténués », donc les gens pauvres et fatigués, qui en rang serré. Aspire à vivre libre, aspirer à quelque chose, c'est désirer quelque chose. Je pense que ce qui a attiré mon père, c'était aussi l'idée de la France, patrie de la liberté, parce qu'il nous l'a toujours dit, et que l'espoir de voir un avenir meilleur pour ses enfants, comme tous les gens qui partent, et en particulier à travers l'école.
c'est très brutal. Déjà, il y a le choc des cultures. Il faut s'adapter. Alors si on ne parle pas, c'est encore plus difficile. On se sent isolé, on se sent marginalisé. On ne sait pas où on est. On est dans une forme d'ubiquité, une ubiquité de souffrance, parce que c'est pas évident du tout de se retrouver dans cette situation-là. Bon. L'étranger, c'est celui qui frappe à la porte, qui insiste, mais qui voudrait exister. Du point de vue de la société qui l'accueille, sa présence, elle est vécue, elle est lue, elle est ressentie. C'est un sentiment, comme quelque chose qui pourrait remettre en question insidieusement la tranquille assurance de l'être établi, de la culture établie, d'un certain nombre de valeurs construites dans l'histoire. Voilà. Il y a la tentation de maintenir dans l'inexistence l'étranger, dans la précarité, dans la fragilité, dans la difficulté d'être. Hein. Il y a des jours où on sort de la préfecture, on est en larmes, on est démoli. On vous dit, ben non, c'est pas bon, entrez chez vous. Ça, on l'a entendu plusieurs fois. Vous faites quoi ici, rentrez chez vous. Quand on parle le français, qu'on est né en France, qu'on va sur les bancs de l'école de la République de France, on ne se pose pas la question, a priori, si on est français ou pas. Je parle français. Je lis Montesquieu, Rousseau, Balzac, plus que je ne lis l'hymne de Razali ou Al-Ansari, hein. Je ne les connais pas. Au départ, intégrer, ça suppose être à sa place, être bien, on est intégré. Hein. Tout cela fait place à une pronominalisation du verbe. Hein. Donc on n'est plus intégré qu'on s'intègre. Hein. Et s'intégrer, ça veut dire que la responsabilité passe de la société et de son pouvoir fédérateur, de son pouvoir d'intégration, à l'individu jugé apte ou non à s'intégrer. Et donc on fait peser sur les épaules de l'individu la charge, la responsabilité de s'intégrer ou pas. Donc c'est terrible parce que ça veut dire ça jette un discrédit a priori, ça disqualifie a priori l'étranger, incapable de s'intégrer. Donc est-ce que la société développe suffisamment de solidarité, hein, développe suffisamment un lien social qui permette aux uns et aux autres d'y vivre bien? Et donc dans ce cas-là, la société est capable d'intégrer ces individus, elle a une capacité intégratrice elle-même, ou bien pas. On a besoin d'aide, d'avoir confiance en nous. Parce que souvent je trouve qu'on n'a pas confiance en nous. Pour nous motiver du côté lecture, ou pour sortir, c'est pas pour sortir d'aller se promener, mais pour aller vers les autres. Parce que si on ne va pas envers les autres, c'est pas eux d'aller envers. Si on cherche de l'aide, c'est à nous de sortir, de demander de l'aide. Mais si on reste dans notre coquille, là on va rester longtemps. Il y a peut-être un autre modèle de pensée auquel je me rattache, c'est un mot qui revient à Derrida, hein, c'est lui qui a parlé du terme hospitalité, hein, qui est une autre manière de penser la place de l'étranger. Il y aurait à distinguer deux formes d'hospitalité, l'hospitalité courante, qu'on connaît, qui est pratiquée par les États en général, qui est une hospitalité conditionnée, je dirais. Hein, voilà. À la condition que l'étranger s'adapte aux normes, aux règles de vie, aux valeurs de la société qui l'accueille, alors il aura le droit de citer. Bon. Mais là, c'est conditionné, alors que l'hospitalité à laquelle se rallie Derrida, c'est une hospitalité inconditionnelle, c'est une hospitalité absolue, intégrale, pure. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée d'ouvrir sa porte à l'autre, quel qu'il soit, et quel qu'il soit. Parce que c'est une hospitalité qui est liée aussi à la catastrophe, c'est-à-dire que celui qui a quitté tout, son pays, sa culture, sa langue, ses proches, c'est celui qui est parti dans la catastrophe. L'autre aspect qui est particulier à la France, c'est la France terre d'asile. C'est-à-dire que la France, depuis la Révolution française, c'est un pays qui accueille. Bonjour. Tous les Français sont gentils. Je peux vous garantir, pas tous. Hein. On vous a menti, pas tous. Aïssatou, elle vient de dire, tous les Français, ils sont gentils. Oui. Moi, je voulais poser la question. Pourquoi vous dites ça?
S'ils ne sont pas gentils, on ne peut pas venir ici. Non. Oui, à mon avis. Venir où? En France? En France? Au cou ici. Oui, au cou. On fait coup ici. Il y a pas, c'est pas payant. C'est pas payant. Ils donnent coup avec nos enfants, ils donnent coup à les parents. Donc, moi, je trouve que vous êtes trop gentils. Pourquoi moi, je n'ai pas fait à l'école chez moi? Parce que c'est payant. Ils sont gentils. Quand la vérité est venue, on dit. Pour qu'une personne elle existe, déjà il faut qu'elle obtienne le précieux sésame, sa carte de séjour. Ou au moins, dans un premier temps, son récépissé, parce qu'en général ça commence par un récépissé. Vous savez, quand on l'a pour la première fois, c'est... on revit. On est quelqu'un. Et après, on voit les portes s'ouvrir tout doucement, tout doucement. Il y aurait des répercussions sur l'éducation des enfants. Que les parents donnent une vision qu'ils ne sont pas des étrangers à leurs enfants et qu'ils font partie du quartier. Et les enfants voient leurs parents participer. Ils se sentiront plus intégrés. Donc les résultats cette année, ils sont arrivés vite. Parce qu'on les a déjà. Le DILF, ça avait pris très longtemps. Et là, on l'a déjà. C'est plutôt bien. Bon, les résultats? Vous êtes prêtes? Madame Agul, vous avez le DELF, bravo, avec 72,5. Félicitations, c'est très très bien. Leïla, vous avez le DELF, félicitations, avec 68 points. C'est bien, chapeau, bravo. Parce que je connais que j'ai écrit tout mal. Quelque part, vous avez eu 20 sur 20. Après, vous avez eu un 17, après un 14 millions, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Donc voilà, moi je vous dis... Corriger, c'est bon. Écrire lettre. Mais en tout cas, moi je dis bravo. Parce que vous avez bien travaillé. C'est bien? Et l'année dernière, on voulait passer le DILF, mais j'ai eu peur, j'ai pas passé. Je suis pétrifié. L'idée que les gens me gardent, alors ça y est. Tout mélange dans ma tête. C'est quelque chose que j'aimerais bien que ça passe, mais ça passe pas. Ce petit diplôme, c'est là où il a un grand intérêt. C'est qu'en fait, il ouvre la voie. C'est-à-dire que là, il rentre dans les diplômes du DELF avec les différents niveaux A1, A2, B1, qui sont des diplômes reconnus au niveau européen. Bien, écoutez, vous avez satisfait aux épreuves du diplôme initial de langue française et je vous en félicite très chaleureusement. Bravo à vous, félicitations. Donc le DILF est très important pour elles parce qu'elles ont été très peu scolarisées dans leur pays d'origine et que c'est une première reconnaissance dans un cheminement où ils voient aussi leurs enfants à l'école évoluer. Et de la même façon, d'ailleurs, leurs propres enfants se sentent aussi valorisés lorsque leurs parents obtiennent ce diplôme. Parce que, bien évidemment, c'est par l'acquisition de la langue française que ces familles se trouvent de plus en plus intégrées. Et surtout quand, à la fin de l'année, j'ai vu le nom des parents qui ont réussi leur fameux examen. Ça te donne envie? Oui, oui, ça donne envie. Oui. Ça représente quoi d'avoir un diplôme? Une fierté d'avoir réussi quelque chose pour soi. Chose qu'on n'a pas pu faire avant et voilà, ça répare un petit peu les cassures. Le contenu de la formation aura pris en compte les valeurs, effectivement, le droit de vote, qu'est-ce que ça signifie être républicain en France, hein, la République, c'est vrai que... Et puis ensuite, voir que la démocratie, c'est quelque chose qui se construit sans cesse, hein, qui n'est pas figé, et c'est à la fois une nécessité pour la France de faire correctement cet accueil, mais c'est aussi à partir de cet accueil qu'on peut avoir des exigences sur les populations que l'on accueille.
Il y a des immigrants et des immigrés qui ne voient pas que c'est important. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est très important de voir la nationalité d'un pays et parler la langue du pays. Ce qu'on prend de la France, quand on est français, premièrement, c'est le droit de vote. Alors, quand j'aurai ma nationalité française, j'irai chercher ma carte d'électrice. Parce qu'après tant d'années, je pense que ma vie est là, et ici, avec mes enfants. Mes enfants sont nés ici, ils ont grandi, ils ont été à l'école ici, ils ont grandi ici. J'ai envie de manger une choucroute. J'ai envie de manger une choucroute. J'ai envie. Qui ne sait pas ce que ça veut dire j'ai envie? Je crois que tout le monde sait. J'ai envie de manger, voilà. J'ai envie de danser. J'ai envie de boire. J'ai envie de regarder. Voilà. Ils ont envie de parler français. Et vous, vous avez envie de parler français, c'est ça? Bon. Ce qui pourrait améliorer pour moi l'école, si tu veux, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, mais c'est un problème de société, c'est des quartiers mélangés. C'est pas de quartier ghetto, parce que si on fait un quartier ghetto, l'école sera ghetto. Je veux dire, nous, on a eu la chance que sur le quartier, ici, il y ait tout un coin qui se soit ouvert un peu avec des appartements plus chers et tout, donc c'est une population plus aisée. Et ces gens viennent ici, parce que j'ai fait du porte-à-porte presque. Enfin, là, je vais dans les crèches vanter mon école, ce qui paraît aberrant à certains collègues, mais moi, je veux que l'école publique continue. Pour moi, l'école publique, elle ne peut continuer que si ce n'est pas un ghetto. Donc je me dis que l'habitat, ça serait essentiel, quoi, que les gens se mélangent dans leur quartier. Ceux qui privilégient le communautarisme, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas intégrer ces étrangers. Ils veulent le quartier de Pakistanais, comme on trouve à Londres, le quartier des Indiens, le quartier des Chinois. On a d'ailleurs même déjà à Paris considéré que tel ou tel quartier du 13e, c'était une partie de l'immigration chinoise, d'autres quartiers à Belleville aussi, d'une autre partie de Chine. En tout état de cause, c'est vouloir aussi les parquer. C'est-à-dire, on refuse leur propre intégration. Moi, le communautarisme, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur. Qui est très, je pense que quand on est dedans, c'est très chaleureux, c'est très, très agréable et très porteur. Mais le fait d'avoir peur de l'autre, ou de ne pas connaître l'autre et d'avoir du coup peur de l'autre, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Nous, à la Brigade des Mères, on travaille sur l'ouverture. On dit qu'il vaut mieux faire des ponts que des murs. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, dans certaines banlieues, de Sud, ou dans le 93 et tout ça, on trouve des musulmans avec des musulmans, des Français, voilà. En fin de compte, il n'y a pas ce mélange de culture, et c'est malheureux, parce que moi, je considère que tous les enfants sont avant tout que des enfants, ils n'ont pas à être musulmans ou français. Pour moi, un enfant, c'est un enfant, peu importe. Et aujourd'hui, les enfants se reconnaissent en tant que musulmans, mais pas en tant que citoyens. On a un problème de radicalisation, on a un problème d'intégristes en France, on a un problème justement où certains quartiers se sont islamisés. Je ne dis même pas arabisés, parce que c'est autre chose, l'arabisation. Ma religion, par exemple, moi je la vis et mes traditions, je les vis. Je les vis chez moi. Et quand je sors, je suis comme tout le monde. Je fais partie du monde. C'est important la laïcité, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Sinon il faut que chacun rentre chez soi. Qu'on voit souvent dans la laïcité quelque chose comme une oppression. Or justement, c'est quelque chose qui protège la liberté, qui protège l'égalité entre les êtres, qui permet justement la coexistence de toutes les alternatives spirituelles. C'est une position qui ne vise pas à discriminer ou à établir une hégémonie quelconque. Donc il y a une égalité de tous les êtres humains qui est prise en compte. Et l'horizon sur lequel tout ça s'établit, c'est un horizon d'universalité. C'est-à-dire que c'est un horizon où on insiste d'abord sur ce qui est commun entre les hommes, plutôt que sur ce qui les sépare, sur ce qui les divise, sur ce qui les différencie. L'école est un lieu d'hospitalité, un lieu d'accueil en ce sens.
Et la laïcité en est une condition. Bon, faut-il ou non interdire le voile à l'école? Ça a été quand même un sacré débat. Et puis en fait, on n'a pas beaucoup avancé, puisque maintenant on en est... Est-ce que les femmes qui portent le voile peuvent accompagner les sorties scolaires? Si le voile est interdit à l'école, ben, on doit dire les choses très simplement, qu'effectivement, on n'accompagne pas non plus dans une activité scolaire en portant le voile. Bon, on aurait quand même pu se poser vraiment la question, alors que le voile était à l'époque interdit en Tunisie, dans les universités, les écoles et ailleurs. En France, bien sûr, on n'interdit pas. Le foulard, on sait que ce n'est pas anodin, on sait qu'il y a, quelque chose derrière, c'est politique, il y a beaucoup de choses derrière. Nous, on n'est pas contre les femmes voilées, on est contre la radicalisation, contre l'extrémiste. Il y a des femmes algériennes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas porté le foulard. Et c'est ça qui est horrible d'entendre. Monsieur Dagnon vienne me voir, monsieur le maire. Oui. Il va voir que je suis réellement française. Dire à un directeur, c'est à vous de voir si vous acceptez dans les sorties scolaires des mamans voilées ou pas. C'est pas évident quand on est directeur d'établissement et on est directeur d'établissement dans des villes comme Sevran ou ailleurs. Et je pense que cette loi, après, c'est un peu lâche parce que dans un sens, on va interdire les femmes voilées de faire les sorties scolaires, mais on accepte que certains professionnels de l'éducation nationale ont des discours, comme moi, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé dans un collège où le surveillant disait aux élèves « Comment que ça se fait que je t'ai pas trouvé, je t'ai pas vu hier soir à la mosquée ?» Quand j'en ai fait part à mon responsable, et qui me dit « Heureusement qu'on a un tel, si j'aurais pas un tel, le collège serait à feu à sang. » Par endroits, la pression est forte sur elle, sur l'école, dans un certain nombre de quartiers aussi, qui fait que elle, il faut le dire, on peut avoir l'impression qu'elle ne joue pas pleinement son rôle. Là, qu'elle aurait besoin d'être elle-même soutenue pour jouer ce rôle. Il faut qu'il y ait un courage politique, il faut qu'on applique les lois. L'école, je pense que c'est la seule institution qui nous reste où tout le monde est considéré de la même façon. Mais je crois que pour avoir une école pour tous, il nous faut être tous pour l'école aussi, et tous avec l'école. Je crois vraiment à l'école publique et j'y tiens énormément. Et ben ça fait que tout le monde a le droit à l'instruction et que les enfants se côtoient tous ensemble, ça aussi. Alors à l'école, c'est important parce qu'on a affaire à des enfants qui ne sont pas complètement constitués, qui sont en formation, qui doivent parvenir à une forme d'autonomie sur le plan intellectuel et moral. Et du coup, entraver ce processus-là par une trop précoce revendication religieuse, idéologique, etc., c'est quelque chose qui risque de faire naître des conflits, de revendiquer des identités, alors que justement, le lieu scolaire n'est pas un lieu d'endoctrinement, mais un lieu d'émancipation. Si des adultes viennent, mais pour des cours qui les concernent, avec un signe d'appartenance religieuse, effectivement, c'est un risque si on les refuse a priori. Là, l'hospitalité, à ce niveau-là, on peut l'envisager comme une hospitalité, oui, inconditionnelle. C'est-à-dire, on ne met plus de barrage, quitte après à expliquer ce que c'est que la laïcité. J'ai découvert que je pouvais faire des sorties avec mes enfants. Ça m'a donné à réfléchir. J'ai vu des parents qui venaient de pays lointains. Ils étaient avec leurs enfants dans les musées. Ils apprennent à leurs enfants d'avoir une culture vers l'art, vers la musique. Et on a l'esprit plus ouvert, on voit les choses un peu différemment. Et moi, je suis étonnée ici quand je vois les familles de différentes religions, de différentes cultures, s'entraider en tant que voisins, quoi, pas que dans l'école, hein, mais s'entraider en tant que voisins, se donner une maman musulmane qui va faire les gâteaux de Kippour pour l'autre maman juive. Enfin bon, ça fait un bien fou.
Parce que quand on écoute dans les médias, on n'a pas l'impression que ça existe. On a l'impression que c'est inconcevable. Alors que non, au quotidien, ça existe. La meilleure manière, selon moi, d'éviter tout risque d'amalgame, c'est que précisément les musulmans de France, dans leur grande majorité, refusent cet autre amalgame que veulent imposer les terroristes, les islamistes, qui consiste à faire passer un islamiste pour un bon musulman. Ça, c'est un autre amalgame, qui est au moins aussi pernicieux, aussi dangereux que le premier. Et celui-là, il est à l'œuvre, il faut y veiller, parce que je connais plusieurs personnalités qui se réclament de l'islam et qui sont eux-mêmes des gens pieux et des savants. Il y en a beaucoup qui refusent totalement la logique des islamistes, s'inscrivent totalement en faux par rapport et les combattent, si vous voulez, de manière très vive. C'est ces voix-là, c'est cette voix-là pour l'immense majorité des musulmans qu'il faut faire entendre dans notre pays. Moi, je ne veux pas que notre combat soit récupéré par l'extrême droite, parce que je pense que j'en mourrais. Je pense que tout mon combat, si c'est pour ça, je pense que s'il est récupéré par le... Parce que bien sûr, malheureusement, on leur a laissé nommer les choses. Je pense que c'est à nous de dire, ben non, nous on les nomme, mais nous on essaye de trouver des solutions, mais pas parce qu'on va exclure des gamins de parents étrangers en situation régulière qu'on va, non, pas du tout, faut arrêter avec eux. Je pense bien au contraire, on est là pour construire ensemble. La galerie des dons, c'est aussi un nom étonnant. Dans un musée, d'avoir une galerie des dons, qu'est-ce que c'est? Le don, justement, c'est quelque chose de symbolique. En apportant leur témoignage et un objet dans le musée, la personne, le donateur, témoin de l'immigration, vient apporter sa contribution dans un musée national. Et donc à travers ça, évidemment, c'est l'État français qui reçoit en fait ces objets. Et ces objets en patrimoine. Il faut se rappeler la mission qui est tout à fait aussi inédite pour un musée, de faire changer les regards sur l'immigration et de faire reconnaître l'histoire de l'immigration dans l'histoire nationale. Cet objet, c'est une théière que ma mère m'a donnée. Ça me fait très plaisir d'en faire don. À la Cité de l'immigration, ça a été dur la séparation entre moi et ma mère. C'est un symbole d'amour que ma mère me porte, que je lui porte. Et d'amitié, d'espoir. Par moments où quand ça n'allait pas, je me faisais un thé et je réfléchissais. C'est après, je me sentais mieux. Ce qui est important pour moi dans cette galerie des dons, c'est le travail de la mémoire. C'est de pouvoir se souvenir, de savoir ce que les gens ont vécu. Si on est là, c'est pas par plaisir ou par gaieté de cœur, c'est que on a quitté nos proches, nos familles pour avoir une vie meilleure. L'expérience du métissage, c'est l'expérience de l'histoire humaine, au fond. Hein. Aucune histoire singulière n'est restée cantonnée dans son lieu, dans sa langue, qui évolue elle-même, qui évolue par emprunt. Le français est une langue qui est empruntée à diverses autres langues, hein, et donc elle continue. En plus, bon, on va vivre dans un monde, je pense, hein, ça c'est la prof de géo qui parle, on va vivre dans un monde où les gens seront amenés à parler au moins l'anglais, si ce n'est parler plusieurs langues, à rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, et pas seulement dans les grandes métropoles. Le fait d'être par la mondialisation aussi confronté rapidement à des visions du monde qui doivent se concilier avec la nôtre, c'est une chance à saisir. Ou bien on prend le temps de réfléchir, ou bien on réagit. Et la plupart du temps, on reste aux réactions, quoi. Et les réactions qui sont des réactions spontanées de peur,
devant quelque chose qui ne se présente pas sous l'apparence de ce qui est semblable à nous. Voilà. L'humanité s'élargit dans l'ouverture à l'autre, alors que dans la fermeture, elle se rétrécit, et c'est là où elle est le plus fragile. L'intentionnalité, c'est pouvoir s'ouvrir à ce qui n'est pas nous. Donc la conscience, par définition, elle est tout le temps appelée à être réveillée par ce qui est extérieur à nous, hein, par ce qui est autre que nous. Donc la conscience, c'est pas un lieu dans lequel on va s'enfermer, elle est exposée, et il est de son essence de pouvoir être exposé, de s'exposer. Et dans cette exposition, il n'y a pas quelque chose à craindre, il n'y a pas une menace à redouter, il y a tout simplement un affermissement et le lieu d'un bonheur possible, partageable, d'une sécurité retrouvée, d'une confiance. Peut-être qu'à ce moment-là, dans cet échange, à son tour, l'étranger qui vient d'ailleurs et qui est ici, pourra à son tour accueillir celui qui le reçoit. J'ai continué parce que j'ai la volonté d'apprendre. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer. Je n'ai pas resté dans l'ignorance de toute ma vie. J'ai toujours l'espoir. Le son de nos voix aux joies trace, coule une nuit saillante. Notre langue nous pense, nous tord, nous soude. Choc, des mots croquent, d'autres alphabets. Se colorent, se craquent, se retiennent. Puis se hissent et prennent l'écoute dans le vent des hauteurs de nos saveurs, volent vers un ailleurs. Entends-toi, écoute-toi, tisse les mots qui font de toi toi.